Bienvenue à tous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Jean-Louis Borloo choisit l'autonomie. Le président du Parti radical officialise sur France 2 son départ de l'UMP, ce qui va changer la donne dans la perspective de la présidentielle, puisqu'il précise qu'il y aura un candidat centriste en 2012. Reste à savoir s'il s'agit de lui-même. Polémique entre Paris et Rome sur les migrants de Lampedusa. Tandis que l'Italie délivre un permis de séjour provisoire aux migrants tunisiens, Paris désapprouve. Le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, prévient que la France n'entend pas subir un afflux de clandestins en provenance du sud méditerranéen. Tour de vis prévu aussi pour l'immigration légale, on en parlera tout à l'heure. Le Sénat élargit l'assistance à la procréation aux femmes homosexuelles. C'est un amendement voté contre l'avis du gouvernement qui autorise tous les couples, y compris les couples de femmes, à recourir à ces techniques d'insémination artificielle. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie ce soir. C'est la chronique d'un départ annoncé. Ses proches avaient prévenu. Jean-Louis Borloo a besoin d'autonomie. Et bien ce soir, sur France 2, le jour de son 60e anniversaire, il l'a dit, l'ancien ministre de l'écologie et actuel président du Parti radical quitte le giron de l'UMP et prévient qu'il y aura bien un candidat centriste en 2012. On l'écoute. On va organiser cette formation politique avant l'été, bien entendu. Évidemment, c'est à l'extérieur de l'UMP. Donc, par voie de conséquence, je quitte évidemment l'UMP. Ça sera soumis au congrès du Parti radical, car nous sommes une formation démocratique les 14 et 15 mai dans un mois. Bon, enfin voilà, vous pouvez considérer qu'il y a une nouvelle formation, une alliance républicaine. On a évidemment vocation à avoir un candidat à cette élection-là. Ça paraît. C'est-à-dire que l'alliance républicaine que vous allez créer, si elle s'appelle comme ça, oui, écologiste, et voilà, aura un candidat à l'élection présidentielle en 2012. C'est sa vocation. Voilà, et après cette annonce, Jean-Louis Borloo va donc se consacrer à l'organisation de la Confédération des centres. Ce large rassemblement du centre droit affiche ses ambitions pour 2012. Reste à savoir qui en prendra le leadership. Pour certains, comme Jean-Marie Bockel, eh bien, il ne fait pas de doute que Jean-Louis Borloo est un leader naturel. Autre appréciation ce soir du côté de l'UMP, cette fois-ci, eh bien, dans la majorité, le départ de Jean-Louis Borloo n'est évidemment pas une bonne nouvelle. On va écouter Jean-Marie Bockel pour la gauche moderne et puis le sénateur de la Vienne, Jean-Pierre Raffarin. Pour moi, le candidat naturel, s'il le décide, c'est Jean-Louis Borloo. Encore faut-il qu'il prenne le temps de la décision. Je pense d'ailleurs qu'il ne faut pas commencer par la candidature, il faut commencer par le rassemblement et le projet qui va nous unir. Et bien sûr, cela peut aboutir, à mon avis, cela doit aboutir à une candidature. Et Borloo est le mieux à même de l'incarner. Il en a la crédibilité, il est populaire, il est connu, il est crédible sur tout ce qu'il a engagé, loin de l'image de dilettante qu'on lui donne parfois, tant au niveau de sa ville valencienne qu'au niveau de ses ministères successifs, le social, la ville et le Grenelle de l'environnement. Je pense qu'il y a là un risque. Autant le centre fait partie de la majorité, autant le centre est l'une des forces de la majorité, autant on ne peut pas opposer plusieurs candidats dans la majorité présidentielle au risque de disparaître du second tour. Autre sujet d'actualité, le ministre de l'Intérieur qui veut serrer la vis de l'immigration légale. Dans une interview à paraître demain dans le Figaro Magazine, Claude Guéant crée une fois de plus l'événement en expliquant qu'il veut faire baisser l'immigration légale, c'est-à-dire celle du travail et du regroupement familial. Il évoque notamment comme argument un problème d'intégration. Et le ton est tout aussi ferme sur les récentes arrivées de migrants en provenance du sud de la Méditerranée. Alors que l'Italie accorde 20 000 visas européens à des migrants tunisiens, eh bien la France désapprouve et le fait savoir. Patrick Jean-Pierre. Cette circulaire de Claude Guéant contre les flux migratoires, c'est la réponse du berger à la bergère. L'Italie régularise ses clandestins, la France contre-attaque et durcit les conditions d'entrée sur son territoire à Vintimille et à Modane au nom du respect de l'article 21 de la Convention de Schengen.
Sur un plan strictement juridique, une autorisation de séjour temporaire ne suffit pas. Encore faut-il que le détenteur de l'autorisation ait des papiers. Encore faut-il qu'il ait résidence et ressources. Et bien entendu, la police française continuera dans la bande des 20 km de la frontière italienne à vérifier l'existence de ressources, de papiers, de résidence. Et ceux qui n'auront pas cela, eh bien, seront réaccompagnés à la frontière italienne. Et Claude Guéant insiste, il convient de vérifier si les 5 conditions sont remplies. On est clairement dans une France qui se ferme et qui rejette toute émigration. Le torchon brûle entre Rome et Paris. En France, ce dossier alimente un peu plus la polémique et à quelques mois de la présidentielle de 2012, les nouvelles instructions de la place Beauvau contre l'immigration illégale et légale irritent. La droite continue à flirter avec les idées, même à se saisir des idées du Front National pour récupérer un électorat d'ici la présidentielle. Reste à savoir combien de temps peut durer ce jeu du chat et de la souris entre la France et l'Italie. La question sera bien sûr au menu du sommet entre Nicolas Sarkozy et Silvio Berlusconi le 26 avril. Et la question du 22h avec notre partenaire lefigaro.fr, elle concerne ce soir l'immigration légale. Voici. Eh bien, faut-il justement limiter cette immigration? Les résultats sont plutôt tranchés. Oui à 79% des votants et non à 18%. Voilà pour cette question posée avec notre partenaire lefigaro.fr. Finalement, le Sénat ne peut pas superviser les primaires socialistes. Le président UMP de la commission des lois du Sénat, Jean-Jacques Hyest, affirme que ce n'est pas le rôle de la commission, contrairement à ce qu'avait dit hier sur notre antenne Gérard Larcher. Tous les détails avec Mounir Soussi. Hier, sur notre antenne, le président du Sénat demandait l'avis de la commission des lois sur la légalité des primaires du Parti socialiste. Pour le président UMP de cette commission, la réponse est claire. Elle n'a aucune compétence sur la question. C'est pas la commission des lois de le dire. La commission des lois n'a à se prononcer que sur des projets de loi, des propositions de loi ou mener de sa propre initiative des études. Mais bien entendu, le président du Sénat ne nous a pas saisis et il n'avait pas à le faire parce que ça ne concerne pas la commission des lois en tant que telle. L'opposition, elle, dénonce une démarche partisane. Qu'il y a là sans doute une tentative de manœuvre politicienne par rapport aux primaires du Parti socialiste. Je regrette cela et j'espère que ça ne se reproduira pas. L'interrogation de l'UMP portait sur la constitution d'un fichier d'électeurs à l'issue de la désignation du candidat socialiste. Pour couper court aux critiques, le PS rappelle que les listes seront détruites à l'issue des votes qui auront lieu les 9 et 16 octobre. Autre sujet à présent dans l'actualité, c'est le statu quo tendu à Abidjan. Les forces pro-Ouattara sont toujours aux abords de la résidence de Laurent Gbagbo et ce dernier résiste toujours. On le croyait à 2 doigts de partir, eh bien il est toujours là dans son bunker. Côté français, la prudence est désormais de mise. C'était le cas lors de l'audition au Sénat par la Commission des Affaires étrangères et de la Défense d'Alain Juppé et de Gérard Longuet. Aujourd'hui, on voit tout cela avec Margot Brio. Ce devait être l'affaire de quelques heures, mais depuis 4 jours, Laurent Gbagbo résiste à toutes les attaques. Les ministres eux-mêmes sont de moins en moins péremptoires. Après la chute de Gbagbo, qui interviendra inévitablement dans, je ne veux pas dire les heures ou les jours qui viennent, je suis prudent, mais qui interviendra inéluctablement, il nous faudra appuyer la politique de pardon, de réconciliation nationale. Laurent Gbagbo ne s'appuie plus que sur un dernier noyau de fidèles, à l'abri dans son bunker, ironie de l'histoire, construit par une entreprise française. Les forces dont dispose à ce jour, à cet instant, l'ancien président Gbagbo seraient d'environ un petit millier, dont 200 sont installés dans la résidence personnelle. Les sénateurs s'interrogent sur l'image d'une France engagée sur plusieurs fronts. Je rappelle que l'ingérence n'a jamais été admise par les Nations Unies. Ce qu'elles admettent, c'est la responsabilité de protéger. C'est dans ce cadre-là que nous agissons. Et je vous ai fait remarquer à la tribune du Sénat que la différence était quelquefois ténue, car de la protection des civils, on peut très vite glisser au soutien à une rébellion armée. En train de s'attaquer à une armée hostile contre laquelle nous mènerions combat. Nous soutenons l'intervention de l'ONUCI pour protéger les populations civiles. Pour préparer une sortie du conflit, les sénateurs veulent maintenant être consultés par le gouvernement.
Il est l'invité du 22h. Jacques Gauthier, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, sénateur UMP. Vous êtes membre de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense. Évidemment, vous étiez à cette audition des ministres Alain Juppé et Gérard Longuet cet après-midi. On les a vus s'expliquer, parfois même peut-être se justifier ce matin. Écoutez, nous recevons très régulièrement en commission aussi bien Alain Juppé, d'abord dans sa qualité de ministre de la Défense, puis de ministre des Affaires étrangères, et Gérard Longuet. Donc pour nous, c'est une tradition et une habitude. Parfois, compte tenu de l'importance de l'actualité, ces commissions deviennent publiques et c'est peut-être un peu moins naturel qu'une commission à huis clos. À huis clos, nous sommes peut-être nous-mêmes plus présents, plus forts dans nos démarches, les ministres sont plus réactifs. Là, nous avions quelque part un jeu de rôle où chacun était responsable puisque les télévisions étaient là, les journalistes étaient là. Et donc, nous avons eu un échange qui a permis de faire un point précis sur la situation, mais qui n'a pas révélé de secrets ni de nouveautés. Mais peut-être, vous n'allez pas nous révéler de secrets, mais en tout cas nous aider à comprendre certaines situations. Vous avez beaucoup parlé de Côte d'Ivoire et de Libye aujourd'hui ce matin. Alors sur la Côte d'Ivoire, les forces pro-Ouattara sont arrivées vraiment à conquérir rapidement plusieurs villes. Et puis à Abidjan, on l'a dit ce soir, c'est un statu quo, un blocage sur un tout petit périmètre. Que vous ont dit sur ce sujet les deux ministres? Écoutez, les ministres ont rappelé en effet que les forces de Ouattara étaient descendues du nord assez rapidement. Et après, rappelez-vous, vous avez une autoroute qui permet d'accélérer rapidement vers Abidjan. Mais que Gbagbo avait centré ses forces vers Abidjan, avait regroupé ses forces autour de lui et sur quelques points forts, la gendarmerie, sa résidence, le palais présidentiel, donc un certain nombre de sites pour assurer une garde rapprochée. Ce qui fait que les unités de la républicaine, de l'armée républicaine de Ouattara n'ont pas rencontré les efforts au niveau de la résistance des pro-Gbagbo qu'on attendait à un moment donné, ce qui explique qu'ils aient pu avancer, qu'on arrive maintenant au noyau dur, d'autant qu'on se trouve au milieu des populations, de la population ivoirienne et des ressortissants et des ambassades. Et maintenant qu'on arrive au noyau dur, la France n'intervient plus parce qu'on précise qu'elle intervient sous mandat de l'ONU. Elle est intervenue, mais elle n'interviendra pas, vous nous le confirmez, pour déloger Laurent Gbagbo. C'est pas sa mission? Je crois qu'il faut rappeler que la force Licorne, qui était là depuis des années, était là pour protéger les ressortissants français au cas où et permettre leur départ. Il y a eu le 30 mars une résolution des Nations Unies votée à l'unanimité qui a demandé aux forces de l'ONUSI de recourir à la force pour protéger les populations ivoiriennes, ce qui était d'ailleurs la mission principale des forces onusiennes. Et le secrétaire général des Nations Unies a demandé 3 jours après à la France d'apporter ses moyens et ses forces pour permettre de mettre un terme à ce massacre qu'organisait Gbagbo à travers des moyens lourds. C'est comme cela que nous sommes intervenus 2 fois contre des blindés dans la nuit de mardi à mercredi, où nous avons détruit plusieurs véhicules. Nous avons recommencé cette nuit, puisque des blindés s'étaient engagés près de l'ambassade et que nous avons dû exfiltrer l'ambassadeur du Japon et ses équipes. Mais nous ne sommes pas là pour faire tomber Gbagbo. Les négociations sont conduites entre Ouattara, les Nations Unies, et nous apportons un soutien logistique. Mais nous ne sommes pas là pour intervenir dans le débat. Alors voilà pour le terrain de la Côte d'Ivoire. Il y a aussi un autre terrain où la France est engagée militairement. C'est la Libye. En écoutant Alain Juppé ce matin en audition, eh bien, il a reconnu un petit peu que la situation s'enlisait, qu'il y avait beaucoup de retard. C'est un aveu? Non, je crois que les journalistes, peut-être, ont cru que c'est quelque chose qui irait très vite. L'armée de Kadhafi était une armée conséquente. Il n'y avait que les journalistes? À travers l'opinion publique. C'était une opération de quelques jours, je m'en souviens. Oui, mais si vous voulez, il faut voir que nous n'avons, de par la résolution, qu'une intervention aérienne qui a été étendue à un appui seul pour protéger les populations. Nous sommes là aussi. Vous regrettez qu'elle ne soit qu'aérienne? Non, je considère que... Mais par contre, si vous voulez, cela limite d'autant l'efficacité de nos forces. Et il est évident que l'armée, que j'appellerais des insurgés, n'a pas l'équipement, n'a pas la formation, n'a pas l'entraînement, ni le commandement des troupes libyennes. Ils n'ont pas en plus d'artillerie ou de blindés ou très peu, ce qui veut dire qu'ils avancent. Les autres utilisent l'artillerie et les forces des insurgés reculent. Et face à ce constat, mais que fait-on alors? Nous intervenons militairement pareil au niveau aérien. Mais la situation n'avance pas. Est-ce que vous seriez pour qu'on arme justement ces rebelles pour qu'ils puissent conquérir ces villes? Alors vous savez que là, il y a une grande discussion, et au niveau européen et au niveau de la coalition, c'est que certains considèrent que l'embargo s'applique aussi aux insurgés et que donc nous ne pouvons pas les armer. Le ministre faisait remarquer ce matin une question que j'ai posée, que le Conseil national de transition n'avait pas demandé
du matériel et qu'ils pensaient qu'avec ce qu'ils pouvaient récupérer dans les anciennes casernes de Kadhafi, ils avaient de quoi répondre à la demande. Et une dernière question sur ce, puisque vous l'évoquez, ce Conseil national de transition libyen. Paris a reconnu que c'était l'interlocuteur légitime pour parler de la situation libyenne. Et Alain Juppé, encore ce matin, vous allez me le confirmer, a concédé qu'à Bruxelles, là où il va aller, eh bien, les Européens ne le considèrent pas comme le seul interlocuteur. Loin de là, il doit même les convaincre pour parler avec ce Conseil de transition. La France est allée trop vite ? Non, le ministre a rappelé aussi que nous avions été les premiers, mais nous avons été suivis par un certain nombre de nations. Mais il y a des réticences encore. Et d'autre part, il y a toujours des réticences, et c'est le problème de l'Europe qui n'arrive pas à parler d'une seule voix. C'est vrai dans ce domaine, c'est vrai dans beaucoup de domaines. Il y a que dans le domaine humanitaire où nous arrivons à la rigueur à trouver des terrains d'entente. C'est un vrai problème politique qu'il appartiendra aux responsables de résoudre. Mais il est clair qu'aujourd'hui, nous avons un partenaire, tout au moins un interlocuteur, qui est le Conseil national de transition, dans sa diversité. Vous savez qu'il est présidé par un ancien ministre de la Justice de Kadhafi et qu'il comprend, y compris des gens de Tripolitaine et pas uniquement de Cyrénaïque, ce qui veut dire qu'il représente plusieurs tribus, plusieurs ethnies, plusieurs régions. Mais il est forcé de garder la confidentialité quant à ceux de Tripolitaine pour éviter qu'ils aient des rétorsions contre leur famille. Merci beaucoup, Jacques Gauthier, d'avoir été notre invité. On va rappeler la phrase qui a été prononcée aujourd'hui, justement, lors de cette audition par Jean-Pierre Chevènement. Il a dit « Une guerre n'est vraiment gagnée que si la paix est préparée pendant la guerre ». On lui a rappelé qu'on ne faisait pas la guerre. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Autre sujet d'actualité, c'est le Portugal qui se résout à se faire aider par l'Europe face à la grande difficulté financière du pays. Le gouvernement portugais demande officiellement une aide à la Commission européenne. Il a capitulé, ont même titré aujourd'hui la plupart des quotidiens du pays pour qualifier la décision de José Socrates. José Socrates est le Premier ministre du gouvernement démissionnaire que vous voyez sur ces images. On parle de cette situation au Portugal avec Jean-Louis Gombaud. Bonsoir, Jean-Louis. Bonsoir, Sonia. Alors, il a capitulé, ont titré les quotidiens portugais. Et pourquoi l'a-t-il fait ? Bien, d'abord parce que l'opposition interne politique face à cette demande d'aide s'est heurtée au principe de réalité. Alors il faut savoir qu'au Portugal, il y a déjà eu 3 plans de redressement sous l'égide du Fonds monétaire international. Donc la population portugaise a déjà une longue expérience en la matière et elle ne veut pas que cela se renouvelle. Et effectivement, le 25 mars, les parlementaires ont rejeté le plan de rigueur proposé par Socrates. Et Socrates, comme vous le savez évidemment, à sauter. Mais il y a le principe de réalité. Et quel est-il ? Il y a que le Portugal a besoin de trouver 10 milliards d'euros au mois de mai et 15 milliards d'euros au mois de juin et qu'il ne les a pas. Hier, il a lancé un emprunt de quelques centaines de millions d'euros. Les taux d'intérêt qu'il a dû verser sont de 7%. Pour un pays qui paye 7% d'intérêt alors qu'il ne fait même pas 1% de croissance, c'était un étranglement financier absolument considérable. D'autant plus que les banques portugaises ont déclaré hier qu'elles ne prêteraient plus d'argent, qu'elles n'achèteraient plus d'obligations de l'État portugais, car elles en avaient déjà jusqu'à la gorge. Autrement dit, ils sont maintenant obligés, pour trouver ces 10 milliards quasiment, puisque leur propre banque ne veut pas souscrire à des emprunts publics, d'aller se retrouver demain à Budapest pour demander l'aide. Et cette aide, ça serait de l'ordre de 75 milliards d'euros, ce qui veut dire que derrière, il y a un plan d'austérité absolument drastique qui posera des problèmes politiques au Portugal, certainement. Comme on l'a vu en Grèce notamment. Comme on l'a vu en Grèce et en Irlande. Et en Irlande, tout à fait. Jean-Louis, il y a aussi la décision de la BCE de relever ces taux d'intérêt. Ça ne va pas arranger les affaires du Portugal, ça. Ça va même être évidemment plutôt le contraire. Et la BCE se trouve dans une situation un peu compliquée parce qu'on lui dit, regardez le Portugal, regardez la Grèce, regardez l'Irlande, est-ce que c'est vraiment le moment d'augmenter vos taux d'intérêt? À cela, la Banque centrale européenne répondait aujourd'hui, moi j'ai un problème, c'est ma responsabilité sur l'ensemble de la zone. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'effectivement, la zone est de plus en plus hétérogène. Il y a effectivement le Portugal, mais il y a aussi l'Allemagne. Et la BCE dit, moi, ma responsabilité, c'est d'empêcher la montée de l'inflation dans l'ensemble de la zone euro. Elle est 2,4%. Normalement, ça doit être que 2%. Donc, je relève les taux d'intérêt. Donc, la Banque centrale européenne rentre dans des problèmes qui sont maintenant beaucoup plus compliqués. Elle doit marier l'eau et le feu. Elle doit essayer de souder des contradictions. Et ça veut dire de nouveaux problèmes en perspective. Merci beaucoup, Jean-Louis, pour ce décodage. Et je précise cette dernière information, puisque Christine Lagarde, ministre de l'économie, prévient que la France révise à 5,7% du PIB sa prévision de déficit 2011.
Ah ben donc c'est une bonne nouvelle parce que normalement on devait être que sur 6%, donc on arrive à 5,7%, ça se continue à se réduire. Pour cette bonne nouvelle de la soirée, la suite du 22h. Dans un instant, nous parlerons d'un livre, celui de Serge Moiti, 30 ans après, le voici. Nous parlerons aussi, vous l'avez deviné, de François Mitterrand. Mais d'abord, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, c'est le tour de l'info. Il est préparé ce soir par Jérôme Rabier. Ce soir, le Japon a de nouveau tremblé. Une secousse de magnitude 7,4 sur l'échelle de Richter a ravivé la peur d'une nouvelle catastrophe. Déclenchée par les autorités, une alerte au tsunami a finalement été levée très rapidement. La centrale de Fukushima, toujours concernée par des fuites radioactives, n'a pas été touchée par ce tremblement de terre. Les couples de femmes homosexuelles pourront peut-être bientôt avoir des enfants en toute légalité. Ce soir, le Sénat a adopté, contre l'avis du gouvernement, la possibilité pour les couples de femmes d'accéder à l'aide à la procréation. Une brèche dans le débat sur l'homoparentalité. Le gouvernement entend revenir sur ce qu'il appelle un choix de société en seconde lecture à l'Assemblée. Les jours se suivent et les critiques persistent sur le programme du Parti socialiste. En déplacement dans le Puy-de-Dôme, Nicolas Sarkozy a tapé sur les propositions du PS sur le pouvoir d'achat et le choix du nucléaire. Des critiques relayées au sein de la Haute Assemblée par le Premier ministre. Le programme du Parti socialiste qui a le mérite d'exister, qui va nous permettre désormais de discuter, pas seulement en écoutant vos critiques, mais en vous disant aussi ce que nous pensons de vos propositions. Ce programme est un programme qui est sidérant. C'est un programme qui nous ramène en 1997. Sérieux revers pour Jean-Paul Huchon. Selon le Figaro, la question prioritaire de constitutionnalité déposée par le président de la région Île-de-France a été rejetée par le Conseil constitutionnel. On lui reproche d'avoir fait des affiches vantant les transports dans la région en pleine période électorale. Le Conseil d'État a maintenant 1 mois et demi pour dire si oui ou non Jean-Paul Huchon peut continuer de siéger. Une nationalisation en forme de sanction, c'est ce que propose un député socialiste pour punir les laboratoires Servier du scandale du Mediator. Les pressions doivent être maximales. Et la pression maximale, ce serait d'envisager une nationalisation en sanction à l'encontre du laboratoire Servier, de la même façon que le général de Gaulle l'avait fait après la libération avec l'entreprise Renault. Dans le même temps, Xavier Bertrand a annoncé la création d'un fonds public d'indemnisation pour toutes les victimes du tristement célèbre médicament. L'État pourrait ensuite se retourner contre les laboratoires Servier pour régler la note. Invité du 22h ce soir, il est journaliste, réalisateur, écrivain. Serge Moiti, je n'ai rien oublié. Presque rien. Si, que je suis ravi d'être là. Et l'auteur de ce livre, 30 ans après, aux éditions Seuil. Alors, 30 ans après, il y a 30 ans, la gauche évidemment au pouvoir, avec Mitterrand, ce temps-là... Évidemment, hein. Ce temps-là vous manque? Est-ce que vous vous en souvenez avec tristesse, amusement, émotion, nostalgie, tout cela à la fois? Tout ça à la fois, mais beaucoup pour moi de plaisir, de bonheur et d'émotion, oui. Parce que j'y ai participé un peu de près, quoi. Dans les coulisses, c'est un bouquin des coulisses, hein, qui raconte un peu les à côté, derrière, en dessous. Comme ça. Et oui, l'envers du décor. J'ai beaucoup aimé cette période, oui. En plus, j'avais 30 ans de moins. C'est toujours plus agréable. Oui, c'est quand même très agréable. Alors on sait, et on connaît, hein, on sait ce qui s'est passé évidemment le soir de la victoire, on sait aussi comment Mitterrand a réagi, mais juste avant, comment vous avez attendu les résultats? Moi, j'y croyais pas. On était un certain nombre à ne pas y croire. Même quand il y avait les sondages, il y a toujours des renseignements généraux qui disent c'est assez bon, ça se rapproche, on fait du touche-touche avec Giscard d'Estaing, etc. Même là, moi, j'y croyais pas. Superstition, sûrement, j'y croyais pas. Même quand j'ai vu, vous savez, la télé, là, les visages qui se sont montrés, là, tout le monde se souvient de ça, vous savez. J'y croyais pas, je croyais que c'était un truc. Je croyais pas. C'est très étrange comme impression, parce que la gauche n'avait jamais été au pouvoir pendant 23 ans quand même. Donc ma génération n'avait jamais connu la gauche au pouvoir. Maintenant ça devient presque banal. Il y a eu des alternances, il y a eu des cohabitations. Vous verrez, en mai 2012, ça se passera très facinement. Ah, donc oui. Ça y est, et donc là, un pronostic, là, non, mais non, je blague pour vous exciter un peu. Et en 1981. Personne n'avait l'habitude. Il y a toute une génération de gens qui sont arrivés aux affaires, comme on dit, qui n'avaient jamais vu ça de leur vie. Donc c'est tout un peuple, ce qu'on appelait le peuple de gauche, qui avait espéré, qui était tout juste bon à manifester, à revendiquer, vous savez, dans les syndicats, dans les associations, dans les choses comme ça, mais qui n'avait jamais été représenté au gouvernement. Et donc ça a été un grand moment. Alors, il y a évidemment le Mitterrand lumineux, oui. Le Mitterrand rassembleur, celui qu'on connaît tous, même les plus jeunes à travers l'histoire. Il y avait les 101, c'est bien ça, propositions pour changer la vie. Il avait changé la vie.
Ou après, vous avez été un petit peu déçu? Non, changer la vie, c'était un slogan rimbaldien, comme vous savez, c'était une poésie d'Arthur Rimbaud, hein, donc c'était formidable. Changer la vie, on ne savait pas très bien ce qu'on voulait dire par changer la vie. Mais en tout cas, c'était beau, c'était un beau mot. Maintenant, qui parle de changer la vie? Rien, personne. On ne rêve plus en politique, et c'est dommage. Là, Même la gauche, elle vous fait plus rêver? Moins quand même. On a beaucoup rêvé en 81, et on a rêvé fort et haut, à la hauteur de la France. Et ça, c'était beau. Et puis, sur les 110 propositions en question qui devaient changer la vie, comme on dit, il y en a eu quand même 90 qui ont été réalisées. C'était pas simplement donc des promesses non tenues, c'était des promesses tenues. Mitterrand, c'était l'homme des promesses qu'il tenait. Vous le rappelez. Alors, puisque vous parlez des coulisses, on va rentrer dans les coulisses. Vous parlez, j'ai retenu à la page 53, d'un déjeuner comme ça. Vous en parlez dans une page avec Jacques Attali, donc c'est François Mitterrand. Oui. Et Jacques Attali ressort de ce déjeuner un petit peu bouleversé, ému. Pourquoi? Qui il y avait à ce déjeuner? À ce déjeuner, on était tous les deux. Il y avait un monsieur qui était très sympathique, avec un accent sud-ouest, comme ça, assez beau, assez grand, etc. Et moi, je ne sais pas qui c'est. Il se présente, René Bousquet. Honnêtement, j'ai honte de dire, je ne savais pas qui c'était, donc voilà. Et Jacques me dit, mais c'est René Bousquet. Il me dit à moi en sortant, je dis oui, alors, oui, c'était sympa. Et il me dit, sympa, c'est l'homme de la rafle du Veldiv. Et donc il retourne voir Mitterrand parce qu'il était vraiment bouleversé et il était plus proche que moi de Mitterrand, évidemment. Et il dit mais c'est pas possible. Enfin, il y avait René Bousquet à votre table et Mitterrand a eu cette phrase que m'a raconté Jacques à ce moment-là. Il a sauvé tous ceux qui étaient là parce que c'était une réunion d'anciens résistants. Et il disait que René Bousquet avait sauvé tous les convives à cette table. Voilà. Je ne peux que raconter ce que je sais moi de cette histoire-là. Ça ne m'empêche pas d'avoir été ému, impressionné. Évidemment, comme vous l'imaginez, en tant que fils de déporté moi-même. Alors, les années passent, et puis il y a Mitterrand plus âgé, Mitterrand amoindri, Mitterrand fatigué, et même abandonné, en tous les cas, par ses plus proches. Ça vous a marqué? Comment ça me marque? Ça vous a marqué de voir ses proches? Vous les avez vus partir l'un après l'autre? Non, j'ai vu. Rester un carré de fidèles? J'ai vu qu'il y avait des gens qui prenaient des distances, tout ça, etc. C'est pas bien, j'aime pas ce genre de personnes. Nage, je trouve pas ça très bien. Moi, je sais que je suis resté incroyablement fidèle et j'en suis fier à cet homme-là. Cet homme-là que j'avais connu, j'avais 21 ans. Hein. Vous vous rendez compte, j'étais gamin. Je faisais des films, j'étais déjà à la télévision et il me suivait comme ça, il me voyait des films que je faisais. Vous racontez aussi beaucoup dans le livre. Je précise, ce n'est pas qu'un livre sur François Mitterrand, c'est vous et lui, c'est votre relation. C'est un livre... on apprend beaucoup de choses sur Serge Moiti. Merci beaucoup. C'est une sorte de comédie. C'est une sorte de comédie puisque les coulisses sont souvent drôles. Et donc oui, je rencontre cet homme-là, j'ai 21 ans, il me dit, je connaissais le cinéaste Serge Moiti, j'étais très très fier qu'il dise ça. C'était formidable. Il savait très bien parler aux gens et les emballer. Quoi. Donc, mais pourquoi vous dites non? Je trouve que les gens après ont été cruels par rapport parfois à sa mémoire, mais je prends le pari qu'aux alentours du 10 mai, lorsque mon film sortira d'ailleurs sur France 2, puisque je fais un film avec des acteurs, il y a un acteur qui joue Mitterrand, il y a un acteur qui joue mon propre rôle, d'ailleurs ça va être curieux, donc ça va avec le film, avec le livre là que vous avez entre les mains, il est évident qu'il va y avoir un effet nostalgie Mitterrand. Je suis prêt à prendre le pari qu'il va y avoir une nostalgie Mitterrand d'une France qui était effectivement très différente, c'est vrai, ça paraît préhistorique, ça l'est pas. Hein. Moi j'ai envie que mes enfants et leurs copains connaissent ce qui s'est passé dans ce pays en 81, c'est pas vieux. Et voilà, moi je raconte des anecdotes. Lire le livre, Serge Moiti, 30 ans après, Changer la vie aux éditions Seuil, et puis le documentaire, le film à venir, avec des acteurs et des actrices. Et des actrices, évidemment. Alors, avec nous sur le plateau, restez avec nous Serge Moiti, ça va vous intéresser. On va parler de l'homme de la soirée. Vous savez qui c'est? C'est Jean-Louis Borloo. Ça y est, il a dit, il quitte l'UMP. Avec nous, Olivier de Lagarde, notre chroniqueur, pour en parler. Alors... Mais oui, on peut encore rêver de politique ce soir, Sonia. Candidat, or, notre candidat, it was the question. C'était pas du Shakespeare, malheureusement, c'était du Borloo ce soir. Jean-Louis Borloo, Bordello, comme l'avaient surnommé certains de ses ennemis qui ne voulaient pas le voir arriver à Matignon. C'est quand même qu'il aura eu une carrière politique incroyable où le Mont Palatin n'est jamais très loin du cul de Basse-Fosse. Rappelez-vous, c'était il y a quelques mois seulement. Jean-Louis Borloo était magnifique. On disait que tout lui était permis. Il devait remplacer Fillon à Matignon. Le président lui avait même demandé de se préparer. Seulement... la politique et Sarkozy ont parfois des raisons que la raison ne connaît pas. Le remaniement suivant, le canard Fillon était toujours vivant. Et voici notre inspecteur Colombo de la vie politique française partir la mine grise.
et sans se retourner. Alors aujourd'hui, le voilà au centre. Vous savez ce qu'on dit, Sonia, le centre, c'est un peu le triangle des Bermudes de la vie politique française en général. On y disparaît, mais là, c'est pas si sûr. Pourquoi? D'abord parce que Sarkozy, en donnant un coup de barre à droite, a dégagé quand même un espace important. Et puis aujourd'hui, quand vous recrutez chez les déçus du sarkozysme, ça peut quand même faire du monde. Voilà, adieu, veaux, vaches, cochons, UMP. Bon, ce n'est pas une déclaration de candidature. Ce soir, il n'a pas franchi le Rubicon. Non, pour l'heure, on dirait plutôt que c'est un signe de piste. Borloo, c'est un ancien scout. Il sait très bien faire monter les enchères. Et il a fait quelque chose de formidable. Je peux rajouter mais je vous en prie. L'ANRU. Vous êtes au courant de l'ANRU? L'ANRU, oui. L'Agence nationale de rénovation urbaine. Ce qui s'est passé dans les quartiers. Et ça, c'est Borloo. C'était sa réalisation. Non, mais merci. Je suis sûr de ça. Je vous le disais, c'était pas du Shakespeare, c'était du Machiavel. Merci beaucoup Olivier Lagarde. Merci Serge Moitié d'avoir été notre invité. C'est la fin de ce journal. Restez avec nous sur Public Sénat. Belle soirée à vous. Depuis 2003, l'invasion américaine, le terrorisme islamiste, la guerre civile entre chiites et sunnites se sont succédés sans répit pour la population. Comment vit-on aujourd'hui en Irak? De quoi est faite la vie quotidienne entre les attentats et les murs qui séparent les différents quartiers? Le journaliste Dominique Hennequin a retrouvé 4 personnes qu'il avait filmées à différentes époques, avant et après la chute de Saddam Hussein. Ce changement brutal en Irak a été une catastrophe. Maintenant, tu ne connais plus l'ennemi et tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Irak, la paix ou le chaos. Vendredi à 16h45 sur Public Sénat. Ayer estuvo el diablo aquí. Alors que la France s'est engagée en première ligne dans les interventions en Libye et en Côte d'Ivoire, les États-Unis, eux, se sont mis plus en retrait et ont mis en avant la coalition internationale. Alors en quoi consiste la doctrine diplomatique de Barack Obama? Après les guerres en Irak et en Afghanistan, le 44e président des États-Unis met-il en application le multilatéralisme qu'il prônait quand il était candidat? C'est le débat de Parole du Monde. Notre témoin du monde est un réalisateur franco-marocain, auteur du documentaire Myland, tourné en Israël. Nabil Ayouch est parti à la rencontre de réfugiés palestiniens dans des camps au Liban et de jeunes Israéliens qui vivent aujourd'hui sur les terres qu'occupaient ces Palestiniens il y a 60 ans. Mais d'abord, on commence par un petit tour du monde des télévisions étrangères. Écran d'ailleurs est préparé, comme d'habitude, par Paul Bouffard. Sur une chaîne hispanique américaine, un journaliste fait preuve de maladresse face à Barack Obama. Pendant son interview, il prend le 44e président des États-Unis d'Amérique pour un homme hors de son temps, ce qui lui vaut les railleries du locataire de la Maison-Blanche. Do you have an iPad? I do have an iPad. Your own computer? I've got my own computer. Very well.